Dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour évoquer le schéma de la manipulation, les 7 étapes qui montrent que vous êtes probablement dans une relation toxique, une relation dans laquelle on ne vous respecte pas, on vous manipule ou l'on vous gaslight. Donc cette vidéo, elle fait suite à ma précédente, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vue. Évidemment, je vais m'attarder spécifiquement ici aux relations amoureuses, aux relations de couple, mais sachez que ce schéma de la manipulation, il peut inévitablement aussi s'appliquer dans toutes les relations interpersonnelles, donc évidemment familiales. Ce schéma peut se jouer entre parents et enfants, mais également amical, professionnel. Vous pouvez avoir un supérieur hiérarchique qui vous inscrit dans ces techniques. Donc, je crois que la connaissance, c'est le pouvoir, le savoir, c'est le pouvoir. C'est pour ça que je vais vous partager tout cela aujourd'hui. J'espère que cela pourra vous aider à déceler les signes, si jamais vous les percevez, et à être très attentive ou attentif à ce qu'il se joue là. Ce que je veux dire aussi à titre de propos liminaire, c'est que ici, on n'est pas dans le jugement, et cela peut arriver à absolument tout le monde. Donc ne vous blâmez pas ou ne vous culpabilisez pas si vous sentez que vous êtes enfermé dans ce cercle. Cela peut arriver à des femmes ou des hommes qui sont forts ou fortes, qui sont dotés d'une intelligence émotionnelle certaine, qui pensaient que jamais une telle chose n'allait leur arriver parce qu'ils ont la connaissance. Avoir la connaissance ne suffit pas parfois. Et vous savez, il y a même des psychologues, des psychiatres qui peuvent eux-mêmes se retrouver enfermés dans ce cycle. Donc ne vous jugez pas, soyez compatissante. Ce qui va différencier fondamentalement une personne saine d'une personne toxique lorsque vous êtes en relation avec elle, c'est sa capacité à se montrer vulnérable avec vous. Bien sûr qu'on peut blesser quelqu'un, on peut le faire de manière inconsciente ou involontaire, mais ce qui va dire que nous sommes dans une posture saine, c'est qu'on va en prendre l'entière responsabilité, on va accepter de s'ouvrir, d'avoir une conversation dans laquelle on se montre vulnérable, dans laquelle on ne dénie pas la peine que l'on a causée à son partenaire et où on s'excuse. Donc si vous avez ça, vous avez les bons fondements. Si vous constatez que votre partenaire n'est jamais dans le dialogue ou qu'il vous dénie votre tristesse, ça ne va pas. Donc, les 7 étapes, on va les énumérer tout de suite. C'est parti, je l'ai déjà évoqué brièvement dans ma précédente vidéo comme je vous l'ai dit. La toute première, spécifiquement en matière de relations amoureuses, c'est le love bombing. J'en ai fait une vidéo entière que je vous mettrai en barre d'infos. Le love bombing, communément on dit que la personne que vous allez rencontrer, si elle a cette volonté en elle de vous agripper, de vous attraper, elle vous fera vivre le meilleur date de votre vie. Elle vous emmènera dans le plus bel endroit au sein duquel vous n'avez jamais été. Elle vous gratifiera des meilleurs présents, des meilleurs mots. Elle vous regardera avec une grande intensité. Et cette période, elle peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça dépend vraiment des relations dans lesquelles vous êtes. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans un love bombing ou dans une période de flirt ou de cours normal? Eh bien, ça, c'est l'épreuve du temps qui le dira. Si cet amour était sain, cette personne ne va pas vous mettre sur un piédestal et subitement reprendre tout cela et vous laisser en miettes. Donc, est-ce que le temps fera en sorte que le comportement de cette personne est stable et qu'il vous gratifie toujours du même comportement, à savoir un bon comportement envers vous? C'est ça qui définit donc le love bombing. Au tout début, ce que je vous invite à faire, c'est de vous doter d'un scepticisme sain. Qu'est-ce que j'entends par là? On veut garder un œil ouvert, mais pour autant, on ne veut pas être constamment dans le doute. On veut vivre l'instant présent. On veut se laisser cette chance de découvrir la personne. Et ce qui nous permettra de dire que cette relation est en train d'instaurer un cycle pernicieux, c'est si les signes que je vais évoquer tout de suite se mettent en œuvre.
Mais pour le moment, autorisez-vous à être là, à être heureuse, à être présente. Soyez doté d'une petite touche de recul, de prise de distance, qui ne vous empêche pas pour autant d'être pleinement dans le moment et de l'apprécier. Mais ne vous livrez pas entièrement. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, si vous constatez que vous êtes dans une euphorie trop grande, si ça vous empêche de dormir, si vous avez des papillons dans le ventre incontrôlables, peut-être que ça n'est pas bon. Mais à ce stade, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, laissez-vous le temps de le découvrir. La deuxième étape dans le schéma de la manipulation, en anglais on parle de hooking. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il vous a eu. Concrètement, ça se matérialise par une connexion forte et profonde. Dans votre tête et selon vous, cette personne ne peut pas mal agir. Tout ce qu'elle fait est animé de belles intentions. Cette personne ne peut pas se tromper. Cette personne est la bonne pour vous. Peut-être que vous êtes tenté d'appeler vos copines ou votre mère et de lui dire « J'ai fait une rencontre incroyable. Je crois que c'est le bon. » Ça donc, c'est la deuxième étape où tout se passe bien. Il y a une prévisibilité. Par exemple, cette personne prend l'habitude d'instaurer des rituels avec vous. Tous les jours, elle va vous envoyer un message. Bonjour, comment tu vas? Comment s'est passée ta nuit? Donc, il y a quelque chose de stable qui est en train de s'instaurer et qui vous place dans une position de joie et de bonheur vraiment intense. Donc, quand on est là, tout va bien, c'est parfait. C'est ensuite que ça se corse et c'est là où vous devez être très attentive aux signes. La troisième étape dans ce schéma, cela va être, comme je l'ai dit, la dévaluation et la dépréciation. Reprenons notre exemple pour illustrer. Vous aviez cette habitude-là de recevoir tous les jours un message de sa part le matin. C'était très prévisible et tout d'un coup, vous ne recevez plus rien pendant 3 jours. Cette personne disparaît de votre vie pendant 3 jours. Alors que vous étiez absolument signifiante à ses yeux, vous étiez merveilleuse et tout ce qui comptait, il vous avait donné beaucoup de valeur dans sa vie. Tout d'un coup, c'est comme si vous n'existiez plus. C'est comme s'il prétendait qu'il ne vous connaissait pas. Et ça peut se faire de manière assez violente et abrupte sans que vous ne compreniez précisément ce qu'il se passe, ce que vous avez fait pour subir cela. Et cette insignifiance que vous percevez dans son comportement, tout d'un coup, tu n'es plus digne du tout d'être dans ma vie. Tu n'es plus digne que je t'envoie un message et que je prenne 5 minutes de mon temps pour m'enquérir de toi. Ça peut vous laisser dans la confusion. La confusion, c'est un élément clé pour déterminer si vous êtes dans ce schéma, dans ce cycle toxique. Quelqu'un de sain ne vous laissera pas confuse. Quand on est là dans cette étape, vous étiez au degré 9 sur un nuage et tout d'un coup, boum, vous descendez. Vous redescendez des plafonds et vous ne comprenez pas, vous n'êtes plus rien et c'est dur. C'est là où vient la quatrième étape, ce que l'on appelle donc le gaslighting en anglais. Ça se traduit par vous dénier, vous renier votre perception du réel, votre perception de ce que vous percevez comme vrai, de vos émotions, de votre comportement ou du comportement de votre partenaire. Admettons que, comme je l'avais dit moi dans ma vidéo précédente, la personne qui m'a fait subir ce que j'ai décrit, elle me bloquait et me débloquait, me bloquait et me débloquait. Et quand je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu me bloques? Je ne comprends pas. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Mais non, je t'ai pas bloqué, c'est toi qui m'as bloqué. Gaslighting. Ou alors,
J'ai pas reçu de message de toi, mais je t'en ai envoyé un pourtant. Mais vérifie. À mon avis, c'est que t'as pas dû bien voir. Remise en cause profonde de votre perception des choses. Donc vous allez aller checker sur votre téléphone. Ben non, j'ai rien reçu, j'ai pas reçu de message de toi. Si, pourtant je t'assure, hein, je t'en ai envoyé un. Ou non, mais je t'ai pas bloqué du tout. Alors que vous le savez pertinemment. Donc c'est un mensonge saupoudré de tu as tort et j'ai raison. Ça, c'est le gaslighting. Et souvent, quand on est très attentive et quand on connaît ce schéma, aussi quand on part d'une bonne intention et qu'on veut laisser à l'autre une chance, une opportunité de se rattraper et de ne pas s'inscrire dans ce cycle et qu'il le fait quand même, on est obligé de le constater. Donc ce que vous devez faire, c'est accueillir ça et dire oui, je le reconnais comme tel. Là, ça devient franchement de la manipulation. Et peut-être le lui dire, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas conscience de cela et que ça passe par l'éducation aussi. Ce que tu es en train de me faire, ça ressemble à du gaslighting. Et si tu ne sais pas ce que c'est, je vais t'expliquer. En tout cas, je ne veux pas que tu dénies mon ressenti. Et ce que j'ai ressenti, je suis légitime de te le faire savoir. Et toi, en revanche, tu n'es pas légitime à me dire que c'est faux. Ensuite, vient la 5e étape. La 5e étape, c'est la plus dure. C'est la soumission. Parce que vous voulez retrouver le moment présent, le moment où vous étiez heureuse et bien. Ce love bombing qui était malsain, mais que vous identifiez dans votre cerveau comme une belle période, alors vous allez introspectivement en vous, vous dire que si cette personne ressent de la peine, c'est votre faute. Si vous déclenchez ces émotions négativement, c'est probablement parce que c'est vous le problème. Mais comme on veut sentir la chaleur à nouveau, on veut qu'il redevienne cette belle personne qu'il nous a montré qu'il était au début, alors on veut être dans ses bonnes grâces et on est à sa merci. Donc, comme je vous l'ai dit, si lui est dans une posture de « c'est moi qui ai raison », vous entrez dans son narratif, à savoir « j'ai tort, je déclenche en lui des mauvaises émotions, donc je dois m'excuser ». Et très souvent, les personnes qui sont enfermées dans ce cycle vont avoir tendance à dire instamment « je suis désolée, je suis désolée ». Qui vous a dit que vous deviez tant vous excuser pour quelque chose que vous n'avez même pas fait? La soumission, elle ne peut intervenir que parce qu'il y a eu au préalable ces 4 étapes. Évidemment, si quelqu'un commence à prendre toute cette énergie en vous dès le début, vous serez parti très vite parce que ça ne vous intéresse pas qu'on vous traite pauvrement, qu'on se comporte mal à votre endroit. Mais comme il y a eu cette étape plus ou moins longue du love bombing et du hooking où on vous a eu, où vous avez ressenti des choses incroyables pour cette personne, votre cerveau l'a stocké en lui et la dopamine que vous avez libérée pendant ce laps de temps aussi est stockée et vous voulez le retrouver. Donc c'est un sentiment naturel. Comme vous pensez que cette personne est une belle personne, vu qu'elle vous a montré toutes ces belles choses au début, vous voulez revenir au stade initial et vous courez après constamment ce stade en pensant que ça va revenir. Sauf que ça ne revient pas. Vous internalisez le fait que vous êtes celle qui commettez les erreurs dans la relation et vous vous créez ce script dans votre cerveau. Ce narratif maintenant, il vous colle. Vous êtes celle qui est la mauvaise personne. Et possiblement, vous allez rester avec cette croyance en vous pendant toute la durée de la relation et même après, pendant des années. Donc,
La prochaine étape, la sixième, c'est inévitablement la perte d'estime de soi ou même la perte de soi-même, de ne plus se reconnaître, de regarder ses anciennes photos en couleur, de voir la joie, la lumière que l'on avait et de constater quand on se regarde que nous ne sommes plus cette personne, que l'on est affaibli, que l'on est en noir et blanc, que cette joie qui nous irradiait, qui irradiait notre sourire, a disparu. La perte d'estime de soi, c'est la sixième étape. Et enfin, la septième étape et dernière de ce schéma de la manipulation, c'est l'addiction émotionnelle. L'addiction émotionnelle, c'est comme un second cooking. Vous vous raccrochez au bon moment et vous espérez qu'il revienne. Et à ce moment précis, les chances sont grandes que vous ne contrôliez plus rien. Vous ne contrôlez plus votre cerveau, vous ne contrôlez plus vos émotions. Tout ce que vous voulez, c'est ces instants du début qui vous permettent de vous raccrocher à cette relation qui vous a fait sombrer. Et peut-être que vous le savez au plus profond de vous, mais ça ne vous suffit pas pour partir. À ce stade en tout cas. Comment on fait alors pour s'extraire de ça et de ce cycle malsain et toxique? Déjà, la première étape, c'est de s'en extraire mentalement, de s'en dissocier, de s'en déconnecter, de se dire ce que je ressens là, c'est par rapport à une autre personne. On est dans une relation à deux, avec quelqu'un qui me fait ressentir ces choses. Cette personne, elle est en train de me manipuler, de me mentir. Et dites-le vous comme ça. Cette personne, elle est en dehors de moi. Elle n'est pas moi. Et ça n'est pas ma faute. Donc, se retrouver envers soi-même, s'honorer, se donner la grâce de faire les choses pour soi, c'est déjà un très bon début. Mais bien sûr, ça peut être plus ou moins long. Dans un monde idéal, lorsque on se rend compte que l'on est traité pauvrement, on partirait. Mais je peux vous dire, très honnêtement, et je pense que vous le savez, que ça n'est pas comme ça que ça marche, dans la plupart des cas. Et qu'il peut y avoir un laps de temps plus ou moins long entre cette prise de conscience de je ne suis pas traité convenablement à je dois m'en aller, je dois partir parce que c'est mauvais pour moi. Ça peut prendre des années. Et ça n'est pas moi qui jugerai les femmes qui prennent ce temps. Et je ne dirai jamais non plus que c'est leur faute. Je crois qu'on se trompe quand on dit ça, souvent dans le débat public. On se trompe vraiment. Et vous savez ce qui fait la différence entre une personne toxique et une personne saine? Ce sera son habileté à vous dire qu'elle ne sait pas communiquer. Vous pouvez avoir une personne qui est hypersensible face à la critique, en raison de ce qu'elle a vécu pendant son enfance, ou au jugement. Mais si elle ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas le savoir. Si elle vous rejette la faute en vous disant « Non, c'est toi, c'est ta faute si je ressens ça. C'est toi qui déclenche en moi ce sentiment. » C'est une personne toxique. Si en revanche elle vous dit « Écoute, j'ai agi comme ça, j'ai fui cette conversation, j'ai éludé la discussion ou la confrontation parce que j'ai ressenti que tu me critiquais et ça a déclenché en moi quelque chose, ça m'a dérangée, donc je me suis protégée dans ce mécanisme-là. » Alors, elle vous aide à l'aimer convenablement. Elle vous permet de savoir quelles sont ses failles. Et elle vous dit, de manière vulnérable, je ne sais pas communiquer. Mais elle vous le dit. Donc comme ça, vous n'êtes pas laissé dans la confusion. Ça, c'est absolument important. Et de votre côté, ce sera votre responsabilité de dire, d'accord, j'ai compris. Alors la prochaine fois que je voudrais aborder quelque chose, je manquerai toujours de te dire que je ne veux pas te critiquer, je ne veux pas te blâmer, je ne veux pas que tu aies honte. Je veux juste que l'on parle de telle chose. C'est tout.
Et si cette personne est saine, elle le comprendra. Si elle est malsaine, elle parlera de toute autre chose. Elle vous dira, mais pourquoi est-ce que tu élèves la voix? Pourquoi est-ce que tu me parles de ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle vidéo tu as regardée pour venir avec ce sujet-là sur la table? Vous voyez la différence? Donc c'est à vous de déceler les signes. Ce qui est beaucoup plus dur aussi, c'est d'avoir la faculté, la possibilité de se montrer vulnérable, sans avoir peur que cela se retourne contre nous, sans avoir peur que si l'on expose un problème, la personne va nous quitter ou mettre un terme à la relation. Et cela n'est pas être needy, comme on dit communément en anglais, que d'exprimer ses besoins à autrui, de le faire d'une manière sensible et vulnérable, de vouloir être vu, respecté, apprécié, aimé pour la personne que l'on est. Ça n'est pas trop en demander. C'est le strict minimum que l'on attend d'une relation saine. Alors, comme je le disais, revenir à soi, s'honorer, faire ce qui nous fait plaisir pour briser ce cycle toxique du schéma de la manipulation, pour que cette personne qui nous contraint dans son narratif arrête de projeter ses propres insécurités sur nous. Et enfin, je voudrais qu'on soit toutes et tous très honnêtes, et je crois qu'il y a une question qu'on doit se poser, qui est quel est notre but pour entrer en relation? Pourquoi est-ce que l'on a ce besoin-là, cette volonté d'entrer en relation? Est-ce que c'est parce que la société nous a dit que c'était mieux? Parce que si on était seul, c'est qu'on n'est sûrement pas normal? Est-ce que c'est parce qu'on a subi les pressions de notre famille qui nous enjoint à être avec quelqu'un? Est-ce que c'est parce que l'on voit nos amis qui sont dans des bonnes relations et que l'on aspire nous aussi à cela? Ou est-ce que c'est parce que, en tant que femme, on a envie d'une sécurité financière? Si c'est uniquement ça, probablement que cela va vous détourner de tous les signaux qui montrent que cette relation n'est pas bonne pour vous. Si, en raison d'une chose que vous voulez par-dessus tout dans la relation, vous vous y agrippez, en mettant de côté tout ce qui ne va pas, c'est le meilleur moyen de rester dans une relation qui ne vous convient pas. Si votre but, la raison pour laquelle vous voulez être en relation, c'est je veux passer mes soirées et mes nuits avec quelqu'un, facile. Si la raison pour laquelle vous voulez entrer en relation, c'est je veux voyager et partager des moments signifiants avec quelqu'un, facile. Si c'est je veux rendre visite à ma famille, mes amis, avec une personne à mes côtés qui me permet d'être bien avec moi, facile. Si c'est construire une maison et avoir des enfants pour que la société, le monde voit que j'ai ça aussi, facile. Mais vous savez, ce qui est beaucoup plus dur, c'est de bâtir cet amour, cette connexion profonde. Et quand cette soirée où ça ne va pas, vous aurez cette personne qui vous voit, qui vous respecte, qui prend profondément en compte vos aspirations, votre ressenti, qui ne le dénie pas et qui veut avancer avec vous et vous aider à devenir une meilleure personne. La seule boussole qui doit nous guider, c'est véritablement cet amour, s'il est sain, résistera-t-il à l'épreuve du temps? Connaître une personne 3 mois, 6 mois, 1 an, ça n'est pas assez pour savoir si c'est la bonne personne. Et souvent, on est tellement pressé qu'on ne se focalise que sur la couverture. Mais ce qu'il faut faire, c'est avoir l'audace d'ouvrir le livre et de ne pas dater que la couverture, mais tout le livre. Et on ne lit pas un livre en un jour. On peut le faire, mais vraisemblablement, ça prend du temps. Et c'est tout à fait normal et salutaire que de s'octroyer ce temps. Quand on en est venu à ces considérations, on pourrait très bien se dire aussi,
alors cette peine, cette souffrance que j'ai ressentie, plus jamais. Plus jamais. Donc je vais monter ma garde et je n'autoriserai plus personne à me voir telle que je suis, de la manière la plus authentique possible et vulnérable. Mais là aussi, je crois que c'est une erreur parce que vous vous jugez quand vous dites ça. Votre capacité d'être sensible et authentique, vulnérable, c'est quelque chose de magnifique. Et dans le bon environnement, avec la bonne personne, cela aurait probablement donné quelque chose de sublime, de superbe, une belle relation. Et si, à cause de cet événement, vous vous empêchez de le revivre, vous passez à côté de belles personnes qui vont accueillir cette authenticité de la manière la plus belle qui soit. Mais maintenant, parce que vous avez cette capacité de jugement, de discernement, parce que vous en revenez à votre corps, à votre intuition, vous saurez que vous pouvez vous faire confiance et que si vous êtes prise dans un schéma similaire, vous le reconnaîtrez cette fois. Vous ne ferez pas les mêmes erreurs. Donc, il n'y a pas à s'enfermer comme ça. Vous pouvez rester vous-même et vous donner cette chance d'être la plus belle version de vous qui vous permettra de rencontrer quelqu'un qui est aligné en ce sens. Une chose aussi que font communément beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui sont dans ces situations, c'est de trouver des excuses. Trouver des excuses à son partenaire. Je sais que sûrement vous vous reconnaîtrez. Une excuse parmi tant d'autres pourrait être « mon partenaire ou ma partenaire est évitante ». Et donc à chaque fois que j'aborde un sujet ou un problème, pareil, il monte sa garde et il devient très défensif parce qu'il ne supporte pas la critique ou le jugement, du fait que son enfance a été chaotique, du fait probablement que ses parents l'ont négligé, parce que la scène des relations amoureuses, on rejoue ce qu'il s'est produit avec notre première relation, qui est celle que l'on a nouée avec nos parents. Donc si la relation avec nos parents est dysfonctionnelle ou conflictuelle, ça va se reproduire dans la relation dans laquelle nous sommes. Oui, possiblement cela peut être ça. Ça peut être que votre partenaire est évitant et que donc à chaque fois qu'il y a un problème, il fuit. Mais vous savez, une personne évitante, elle ne fuit pas parce que elle est forte. Hein. Elle fuit parce que sa plus grande peur, c'est d'être abandonnée. Et comme elle ne veut pas cela, elle préfère partir la première de peur de se faire quitter. Donc, son comportement, c'est « je m'en vais ». Bien sûr, ça peut être ça. Et là où je vous invite, vraiment, toutes les femmes, tous les hommes qui regardent cette vidéo, si vous rencontrez quelqu'un, n'attendez pas pour poser ces questions. Parce que les traumatismes qui augurent notre enfance réapparaissent de manière très prévisible à l'âge adulte. Et ces traits-là sont perceptibles pour qui les connaît et sait les percevoir. Il n'y a pas de surprise. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, dans la première rencontre ou la deuxième rencontre, je lui pose inévitablement la question. Comment as-tu vécu ton enfance? Est-ce que tu la considères heureuse? Comment était la relation que tu as nouée avec tes parents? Quelle était la relation de tes parents entre eux? Et à quel point est-ce que tu penses que cela a affecté ta vision des relations et de l'amour? Dans mes précédentes relations, les deux dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, les hommes en question m'ont répondu exactement la même chose. Ils m'ont dit, eh bien, mes parents, ils se disputaient tout le temps. Tout le temps. Alors, tandis que la dernière relation que j'ai eue, mon ex, lui m'a dit, mais je m'en suis servi en tant que contre-exemple, parce que mon père était celui qui se comportait mal. Et moi, je ne veux pas réitérer cela. Donc, j'ai pris les infos et je veux devenir l'inverse de ce qu'il était. Donc, vous voyez, là, on sent que la personne, elle a fait un travail sur elle. Et l'autre personne, celle qui m'a manipulée, donc, elle m'a dit exactement ça, et elle m'a dit autre chose aussi.
Elle m'a dit, tu sais Yasmine, moi, un peu comme dans la série Malcolm, vous savez, il y a un personnage où il va, il vient, il sort, il rentre et personne ne le calcule. Et moi, j'étais le cadet de la famille et c'est ça que j'ai vécu. Toute mon enfance, j'allais et je venais et personne ne me calculait. Vous voyez ce que ça fait, ça, ce que ça produit comme effet? Ça produit quelqu'un, un adulte, qui est désormais très détaché, qui sait qu'il ne peut compter que sur lui-même, donc qui ne va pas nécessairement s'investir et qui sait qu'il ne peut pas faire confiance. Donc oui, ça produit quelqu'un d'évitant, d'accord. Mais ça n'est pas une excuse pour un mauvais comportement. Je veux dire, si on a le même âge et que moi aussi, qui ai subi de l'autre traumatisme, je fais l'effort de travailler sur moi et de ne pas t'imputer ça et de ne pas mal me comporter, pourquoi est-ce que toi tu ne le fais pas? Pourquoi est-ce que ça justifierait ton comportement pauvre à mon endroit? Et sur ça, vous devez être intransigeante. Alors oui, vous pouvez le savoir, si vous vous intéressez beaucoup à la psychologie, d'accord, ça vous permettra d'avoir des indices. En vous disant que ça n'est pas vous, c'est lui. C'est son enfance qui se joue là. Vous n'y êtes pour rien. S'il n'a pas fait le travail sur lui, le schéma va se reproduire et il sera évitant ou anxieux, etc. Mais ça n'a rien à voir avec vous et vous ne devez pas tolérer un mauvais comportement pour cette raison uniquement. Ça n'est pas acceptable dans tous les cas. Donc non aux excuses. Souvent, si l'on reste si longtemps dans ce genre de relation qui nous déprécie, c'est parce qu'on a peur de se confronter à soi-même, de se regarder et de se dire « oui, là j'ai déconné ». Pourtant j'avais vu les signes, je le savais pertinemment. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Je suis restée, j'ai accepté, j'ai toléré. Et si le moment où l'on s'aperçoit que l'on est coincé dans une mauvaise relation, comme je le disais précédemment, n'est pas nécessairement le moment où l'on tourne les talons et l'on part, c'est parce que dans ce schéma-là, la personne n'est pas venue subitement avec sa toxicité. Si on reste, c'est parce qu'elle a monté graduellement le niveau de la manipulation. Ça ne s'est pas fait en un jour, ça ne s'est pas déclenché comme ça. Et il est devenu tellement intolérable qu'au moment où on se réveille, on se dit « mais pourquoi est-ce que j'ai supporté ça pendant si longtemps ?» Parce que cela s'est fait de manière progressive. Donc vous n'avez pas à vous blâmer pour ça. Vous n'êtes pas responsable, encore une fois. Vous n'êtes pas responsable de l'attitude de quelqu'un qui veut vous faire du mal, ou vous manipuler, ou vous gaslighter, toutes ces choses. Toutes les fois où on aurait dû se mettre en pause et on ne l'a pas fait, où on aurait dû dire quelque chose, faire quelque chose, mettre pause et qu'on ne l'a pas fait, ça revient en nous, dans notre corps, et ça nous rend mal. Mais comme je le disais dans ma vidéo précédente, c'est notre responsabilité de se parler avec l'amour et la compassion que l'on mérite. Vous devriez vous dire, ok, peut-être que là je ne l'ai pas fait, mais après tout, c'était mon maximum que je pouvais faire à l'époque avec le pouvoir que je pensais que j'avais. Mais maintenant, je sais la force que j'ai. Et j'en suis consciente. Et donc, ça ne se reproduira plus. Et quand on se parle avec ces mots-là en disant « mais je suis fière de toi parce que, en fait, tu es tellement forte, tu as traversé tant d'épreuves et tu es toujours là, et tu es debout, et tu es tellement patiente. » Quand on se dit ça à soi-même, maintenant c'est le standard que l'on fixe, aussi pour autrui. Et cette perception des choses en nous-mêmes nous permet d'arrêter d'être dépendants des autres pour qu'ils nous le disent. Parce qu'on se le dit déjà à soi-même. Alors on n'a pas besoin de rencontrer quelqu'un qui nous dit que oui, tu es forte, oui, tu es patiente. Si elle nous le dit, c'est bien.
mais on le sait déjà parce qu'on l'a internalisé en soi. Parce qu'on se parle d'une place pleine de compassion et pas de jugement, pas de blâme, parce qu'on est compatissante envers notre être et que ça nous aidera à avancer convenablement, parce qu'on en a la certitude que notre jugement, notre capacité de discernement, peut-être qu'elle nous a manqué à un moment donné, mais aujourd'hui, elle est là et on peut s'y fier, on peut faire confiance à notre voix intérieure, à notre intuition, qui ne veut que notre bien, qui veut nous protéger, qui ne veut pas nous trahir, qui veut qu'on soit heureuse et dans une place de paix envers soi-même. Si cette personne m'a manipulée, j'en prends acte, je l'accueille, je reçois ma peine, mais je me permets d'avancer parce que je m'aime profondément, que je me respecte et que je veux le meilleur pour moi. Et que le meilleur pour moi est en route. Que je ne permettrai plus à quelqu'un de franchir ces barrières. Et que j'en suis intimement persuadée. Parce que celle que je suis aujourd'hui n'est pas celle que j'étais hier. Je pensais que j'étais faible, mais en fait, non. Je suis très forte. Et ça se vérifie à chaque instant. Donc, je dois me faire confiance et je dois me parler avec cette bienveillance. Je le mérite. Je ne mérite pas ce jugement dur. Je mérite de l'amour. Et le premier amour que l'on se donne, celui que l'on se porte pour soi, c'est celui-là qui nous guidera et qui nous permettra de rencontrer les bonnes personnes pour nous, celles qui sont alignées avec nous et qui veulent avancer, construire quelque chose de sain, une fondation stable pour avancer ensemble. Voilà, c'était tout pour ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire, ça me ferait très plaisir. Si vous avez envie que j'aborde d'autres thèmes, quels qu'ils soient, n'hésitez pas. Si vous avez envie de m'écrire, je sais qu'il y en a qui ont envie de m'écrire mais qui n'osent pas, n'hésitez pas de le faire, je vous répondrai avec grand plaisir, vraiment. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous. Bye!